Dans le dernier Tartaria expliqué, nous avons parlé du besoin soudain de construire des asiles en Amérique au XVIIIe et XIXe siècle. La taille et le nombre d'habitants à cette époque rendent ces structures très discutables, certaines d'entre elles étant presque des villes autonomes entières. L'idée est que ces asiles ont été construits en raison de l'augmentation des maladies et des fous, ce qui serait dû à la guerre civile et à la fièvre jaune. Comme nous l'avons vu, ce récit n'a pas vraiment de sens et il est plus probable qu'il s'agisse de bâtiments de l'Ancien Monde construits par une civilisation antérieure qui ont été ensuite transformés par les héritiers en centres de programmation liés à la réinitialisation. Bienvenue sur Mind Unveiled. Cette vidéo aurait pu faire partie de la précédente car d'une certaine manière, elle en est la suite directe. Mais je pense qu'il est préférable que nous fassions deux vidéos différentes. Après les recherches effectuées pour la dernière vidéo, il est devenu évident que beaucoup de ces asiles ont un autre nom. Vous savez, au tout début de l'histoire de ces institutions psychiatriques, certaines d'entre elles étaient en fait des prisons qui avaient été inondées par de nombreux malades mentaux. Et on a fini par dire aux détenus de construire leur propre hôpital. Du moins, c'est ainsi que l'histoire se déroule. Le fait est qu'à un moment donné, ces prisons et ces institutions psychiatriques ne faisaient qu'un, tout comme les orphelinats. Nombre de ces asiles étaient également des foyers pour orphelins. Ils portent des noms différents: asiles d'orphelins, hôpitaux pour enfants trouvés et Oddfellow Homes. C'est là que l'histoire devient encore plus profonde. Ces maisons étaient financées et détenues par une loge maçonnique connue sous le nom de Oddfellow, c'est-à-dire personnes bizarres ou marginales. Ces personnes ont joué un rôle majeur dans le programme de réinitialisation au début des années 1800 au nom de la philanthropie. Mais si l'on examine certains de leurs symboles et les personnages qui se cachent derrière, on peut commencer à soupçonner que leurs intentions n'étaient peut-être pas si anodines. Il est intéressant de noter que cette question a été soulevée lorsque nous nous sommes penchés sur Spring Grove dans le Maryland et que bon nombre de ces hôpitaux ont été financés par cette organisation. L'Ordre indépendant des Oddfellows, ou IOOF, est une organisation internationale apolitique et non sectaire. Il a été fondé en 1819 par Thomas Wilday à Baltimore dans le Maryland, mais il est issu de l'Ordre des Oddfellows fondé en Angleterre dans les années 1700. Donc je sais pas, c'est bizarre quand même. Ces gens avaient pour mission, entre autres, puisqu'ils avaient d'autres missions caritatives, d'éduquer les orphelins. Bon, alors on va regarder ça un petit peu. Alors ça, c'est un de leurs bâtiments. Ça, c'est un orphelinat. Ils ont des loges également. Et puis, globalement, c'est toujours un peu la même chose, un peu comme les asiles psychiatriques. On dirait vraiment des châteaux. Mais qui sont ces gens? Ça, c'est encore un château. Qui sont ces Oddfellows? Ils ont des jolis costumes, ils sont bien apprêtés, et avec leurs symboles également. Alors, qui sont ces Oddfellows? Typiquement, c'est un ordre secret. Je suis tombée sur ce site web plutôt cool. Donc, il s'agit d'une œuvre d'art avec tous leurs symboles et quelques Oddfellows importants. Et aussi des francs-maçons qui sont également associés aux asiles et aux orphelinats. Et puis, si on descend, on trouve la liste de quelques personnes ici. On a le vice-président ici. On a le président là. On a Albert Pike. Donc à nouveau, qui sont ces gens et pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas autant parler que les francs-maçons? Et puis je trouve ça étrange qu'ils essayent de nous dire qu'ils sont juste là pour l'amitié, l'amour, la vérité, comme si c'était une organisation purement charitable. Mais quand on regarde certains de leurs symboles, ça ne colle pas vraiment. On a l'œil qui voit tout, le fachès, ce sont tous des symboles occultes. Il y a aussi des symboles rosicruciens, ou même catholiques. Alors certes, occulte ne veut pas dire nécessairement mauvais en soi, mais dans tous les cas, ça veut bien dire qu'il y a quand même un autre but derrière cette organisation que celui qui est purement de l'ordre de la charité. Par exemple, ici, on a des œuvres maçonniques, les trois liens
qui correspondent aux Odd Fellows qui sont reliés à la franc-maçonnerie. Et puis il y a le symbole des Skull and Bones. Alors, ces gens sont ceux qui ont financé la plupart de ces hôpitaux et ils ont des bâtiments partout dans le monde. Ils ont des halls, des loges, des cimetières. Alors, c'est pas rien. Ici, il y a un manoir en Danemark. Il y a un manoir au Danemark, Australie, Toronto, ça a l'air pas mal. Il y en a un au Danemark. Il y a aussi des plus petits bâtiments, mais même ceux-là sont de style de l'Ancien Monde. On pourrait se dire qu'ils sont plus faciles à construire de nos jours, et oui, c'est certainement le cas, mais les héritiers du Nouveau Monde n'avaient sans doute pas de temps à perdre et ils ont dû se réapproprier les constructions qui étaient déjà sur place, je pense. Donc on va regarder encore quelques exemples. Il y en a des plus gros par ici. Ici, il y a un Odd Fellow Hall, donc un bâtiment assez grand. Et ici, St. Charles. Donc voilà, ça ressemble quand même à une organisation qui est très riche. Pour posséder tous ces bâtiments, pour les avoir fait construire selon le narratif officiel. Et puis il y a ces loges ici qui sont typiquement du style de l'Ancien Monde. Et sans parler des cimetières, c'est vraiment étrange. Les Odd Fellows, également connus sous le nom de The Three Link Fraternity, sont l'une des plus anciennes et des plus importantes organisations fraternelles et de service à politique et non sectaires au monde. Si vous pensez qu'il s'agit d'une affaire de blancs ou que cette opération est le fait d'une seule race, vous vous trompez, car nombre de ces organisations bizarres étaient également entièrement noires. Nous y reviendrons lorsque nous aborderons les orphelinats de couleur. À cette époque, il n'y avait pas de soins de santé, pas d'orphelinat, pas de soins pour les personnes âgées, et c'est ainsi que ce groupe appelé Order of Odd Fellows, l'ordre des hommes étranges, a surgi de nulle part. Il existe de nombreuses théories sur l'origine et le nom de ce groupe, mais la croyance généralement admise est qu'il est apparu en Angleterre lorsqu'un groupe d'hommes de la classe ouvrière qui échappaient au système établi des guildes commerciales se sont regroupés pour former leur propre association de travailleurs. À l'époque de l'industrialisation de l'Angleterre, des fellows, issus de différents corps de métier, se sont regroupés pour former leur propre association de travailleurs. Les métiers bizarres, donc fellows, se sont rassemblés et ont formé une fraternité pour protéger et prendre soin de leurs membres et de leur communauté, à une époque où il n'y avait pas d'État-providence, de syndicats et d'assurance maladie nationale. Honnêtement, je pense que c'est de la foutaise, car comme nous le verrons bientôt, ces gens avaient beaucoup d'argent et n'étaient pas des ouvriers moyens comme on veut nous le faire croire. Il se pourrait également que l'État ait pris le relais à un moment donné, car il est impossible que cette initiative ait été lancée par quelques ouvriers. Mais bien sûr, ils nous racontent cette histoire. Ils travaillaient ensemble pour s'entraider et aider les familles malheureuses à se remettre sur pied, qu'il s'agisse de reconstruire une grange qui avait brûlé ou de planter une nouvelle récolte après une saison dévastatrice. Ces aidants ont été surnommés les drôles de types, ainsi nommés par la population en général, qui pensait qu'il s'agissait d'une drôle de bande de types qui se comportait de manière aussi désintéressée et apparemment irréalisable. Ce groupe a ensuite adopté ce nom. Comme beaucoup d'entre vous le savent, de nombreux contrôleurs se croient malins en travaillant dans le cadre de la philanthropie. Le symbole du triple lien de l'ordre fait allusion à sa devise « Friendship, Love and Truth », c'est-à-dire amitié, amour et vérité. Mais ça sonne faux, à mon avis. Dans les années 1700, il existait un certain nombre d'organisations d'Odd Fellows en Angleterre. En 1810, plusieurs loges d'Odd Fellows de l'Ordre de l'Union de Londres à Manchester ont organisé un ordre indépendant d'Odd Fellows sous le nom de Manchester Unity. Grâce à leur système amélioré, ils ont pu persuader d'autres loges d'Odd Fellows de se joindre à leur unité. Quelques années plus tard, ils ont également créé l'Independent Order of Odd Fellows en Amérique.
Ok, alors ça a commencé en Angleterre et à un moment donné, Thomas Wilday émigre dans le Maryland et décide alors de faire démarrer Odd Fellows en Amérique. Parce qu'à cette époque, pour une raison quelconque, selon le narratif officiel, il n'y avait pas d'assurance maladie, il n'y avait personne pour s'occuper des gens. Alors allez, c'est parti, on construit des asiles et des orphelinats massifs, puis on dépense tout cet argent pour les rendre super détaillés et ornés, et on brise tous les autres objectifs d'architecture jamais réalisés en Amérique. Et puis on continue, on fait une ville autonome, et puis vous savez quoi? On fait tout ça gratuitement. Donc ça c'est à peu près la version anglaise. Vous y croyez? Qui est donc Thomas Wilday? Wilday est né à Londres, en Angleterre, en 1782. Il est devenu orphelin 5 ans plus tard. Et la promesse de l'IOOF d'éduquer l'orphelin est née de son expérience personnelle de l'enfance. Cela me rappelle beaucoup The Promised Neverland, dont nous devrions bientôt faire une analyse. Mais pour l'essentiel, ce processus avait déjà commencé à ce moment-là. À l'âge de 14 ans, Wilday est allé vivre chez un oncle. Après 9 ans de scolarité, il devient apprenti chez un fabricant de ressorts de carrosserie. Il rejoint les British Oddfellows en 1804. C'est ainsi qu'il forme les enfants à rejoindre cette fraternité. Si vous êtes le bon choix, vous continuez le cycle. Donc, lorsque Wilday émigre en Amérique en 1817, les Britanniques sont encore impopulaires aux États-Unis en raison de la guerre de 1812. Cette année-là, Baltimore subit à la fois une épidémie de fièvre jaune et un chômage massif. Donc je trouve bizarre qu'ils aient ressenti le besoin de remettre ça sur le tapis. C'est comme si toutes ces organisations et structures étaient fondées à l'époque de 1812. Et donc ils admettent même que cette organisation extérieure qui infiltre le Maryland est fondamentalement impopulaire. Les Oddfellows sont-ils une sorte de fraternité britannique créée au début des années 1700 pour faciliter la programmation des orphelins dans le cadre du Reset? Donc il vient aux États-Unis, il met une annonce et le 26 avril 1819, Wilday et les 4 hommes qui ont répondu à l'annonce créent l'ordre indépendant des Oddfellows en Amérique du Nord, se consacrant à la réalisation d'objectifs philanthropiques. D'autres Anglais, qui étaient des Oddfellows, s'étaient regroupés dans les États le long de la côte Est. Et Wilday les a tous rassemblés dans la fraternité nouvellement formée. Il voyage beaucoup pour établir des loges dans les régions les plus récemment colonisées du pays. Ce n'est pas seulement qu'ils ont acheté ces bâtiments, car c'est un lien que nous avons avec cette fraternité, mais il est beaucoup plus difficile de trouver quelles sont les institutions qui ont pu être financées par cette même fraternité, comme les asiles et les collèges. Quand ils parlent de philanthropie, cela signifie en réalité qu'ils capitalisent sur leurs moyens de contrôle et de pouvoir. J'ai du mal à croire que ce type, nommé Thomas, soit venu en Amérique et ait fondé l'une des plus grandes organisations à ce jour. Comment est-il devenu si riche s'il était orphelin? Ces 5 personnes sont responsables du financement d'un grand nombre de ces étranges foyers pendant cette période et elles l'ont fait gratuitement. Ils sont présents dans tous les pays. Et si vous regardez certains des symboles sur les bâtiments, vous pouvez voir la symbologie de la famille royale phénicienne. Ce n'est pas quelque chose qui est né d'une petite guilde. Il y a un autre aspect qu'il faut comprendre, c'est qu'à notre époque, ce groupe est devenu courant, comme d'autres groupes tels que les francs-maçons. N'importe qui peut y adhérer de nos jours, et ils disent que c'est juste pour l'amour, et oh, c'est fachesse, oh, ça signifie juste que nous devons nous serrer les coudes, et ils font semblant d'être innocents. Mais en fait, ils ne savent probablement pas vraiment. Nous sommes vraiment comme l'une de ces sociétés secrètes dont on entend parler depuis l'âge d'or. Oh, j'adore! Et à notre grande surprise, leur siège social se trouve dans le centre-ville de Tuscola, dans l'Illinois. Le groupe semble sortir d'un film, vraiment. Ils s'appellent les Oddfellows et leur but est de rendre service à leur communauté. Jessica Kuntz de WCIA3 est ici. Jessica, les Oddfellows semblent exister depuis longtemps. Paul, ils fêteront leur 200e anniversaire aux États-Unis l'année prochaine. Et bien que nous les appelions une société secrète, ils veulent que vous sachiez qui ils sont parce qu'ils travaillent pour faire la différence. Dans un escalier escarpé du centre-ville de Tuscola, de drôles d'amis pénètrent dans leur espace de réunion secret. Qui va là? C'est ici que nous donnons le mot de passe. Ce mot de passe leur permet d'entrer dans cette pièce caverneuse. Ainsley Heilig et son associé ont acheté le bâtiment il y a 7 ans. Et lorsqu'ils sont entrés dans cet espace, ils ne savaient pas quoi penser. Puis, ils ont découvert qu'il abritait auparavant une loge d'Oddfellows datant de 1865.
Nous avons trouvé tous ces beaux objets anciens qui étaient cachés dans le vide sanitaire. C'est un peu comme un trésor national, comme si vous commenciez à suivre un chemin avec des miettes de pain et qu'il vous emmenait de plus en plus loin. Et nous voici, avec 55 loges rien que dans l'Illinois. Heilig a rétabli l'ordre de Tuscola il y a 3 ans. Il se concentre sur le travail caritatif. Il dit que les gens ont envie de faire partie de quelque chose de plus grand. Pour beaucoup de gens de ma génération, nous avons été élevés sur Internet et nous recherchons cette interaction en personne. Nous sommes vraiment fatigués de toutes les disputes sur Facebook. Il affirme que cette salle est un havre de paix pour les personnes qui cherchent à en savoir plus sur la vie. Lorsque vous venez dans une loge, vous laissez tout cela derrière vous. Vous ne pouvez pas parler de religion, vous ne pouvez pas parler de politique. Tout ce que vous avez le droit de faire, c'est de vous concentrer sur le bien de l'ordre et d'être de bons amis les uns pour les autres. C'est ce qui a amené Natasha Gardewine ici il y a presque un an. J'étais à la recherche d'un groupe de personnes ayant des intérêts similaires, vous voyez. Alors je suis arrivée ici et j'ai été très impressionnée par le groupe d'artistes et j'ai eu l'impression que je pouvais m'y intégrer. Elle encourage les autres à s'inscrire, ne serait-ce que pour les amis. Mais faire partie d'une société secrète, c'est plutôt cool aussi. Je regardais des photos et j'ai remarqué qu'il y avait un rituel qui consistait à chevaucher une sorte de chèvre. Et donc, il y a quelques livres qui sont sortis et qui parlent de différents signes et de mots de passe secrets et d'autres choses. Ok, donc je veux dire, il ne s'agit pas d'une simple organisation qui prône l'amour et la vérité. Non, il est évident qu'il se passe quelque chose d'autre. En 1845, un membre anonyme, supposé avoir été expulsé, a publié un livre intitulé Odd Fellowship Exposed, dans lequel l'auteur décrit une cérémonie d'initiation horrible et probablement inexacte. Et au cours de la cérémonie, une voix s'écrie « Préparez la chèvre !» lorsqu'une grande chèvre noire et blanche entre dans la salle et le nouvel initié est invité à la monter. Après avoir saisi les grandes cornes de l'animal, le nouvel initié est jeté de la chèvre et atterrit sur le sol, sur le dos, en entendant des rires tout autour de lui. Donc c'est assez étrange. Et puis, il y a un autre livre qui le confirme aussi. Donc ce n'est pas seulement ce livre. Et on se demande pourquoi on ne parle pas de ces gens bizarres qui font des rituels et qui sont très symboliques. Pourquoi ce n'est pas expliqué quand on consulte la page wiki ou qu'on cherche une explication de base sur ces gens? Et j'ai aussi vu qu'il y avait ce livre qui expliquait un peu plus les symboles. Ça pourrait être une vidéo à part entière. Mais c'est très religieux. Ça semble manifestement associé à quelque chose de beaucoup plus ancien. Ce n'est pas juste des ouvriers qui ont inventé tous ces trucs. Donc oui, j'ai juste pensé que c'était un peu bizarre qu'ils n'en parlent pas vraiment. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi ils sont allés si loin pour en faire un rituel ou un symbole. C'est juste un club privé d'hommes. Si vous voulez parler de philosophie, faites-le. Mais je pense qu'il est plus probable que les loges et groupes Odd Fellow d'aujourd'hui soient les vestiges d'une fraternité occulte secrète qui était liée à la monarchie royale. Ils ont très probablement évolué vers d'autres organisations et seuls les membres les plus haut placés connaissent vraiment l'histoire de ces loges. Ces maçons bizarres essaient de faire croire qu'ils ne font que parler de la vie, du travail en équipe et d'autres choses. Mais si nous regardons les vieilles photos de ces Odd Fellows, je pense qu'il s'agissait d'autre chose à l'époque. C'est comme si c'était une sorte de société d'orphelinat qui préparait les orphelins à contrôler le prochain groupe d'orphelins. Peut-être en leur donnant des connaissances sur l'ancien monde. Ils ont financé des asiles psychiatriques et de nombreux orphelinats à travers les États-Unis. J'ai vu ça en regardant sur Google et j'ai vu ces illustrations. Puis je me suis dit, ça a l'air tartare, parce que je sais que j'ai vu ces types de gravures et d'images dans d'autres livres où ils représentaient des personnes de Tartaria. Et ils ressemblent à ça. Donc c'est censé être des costumes de Odd Fellow. Et au début, je n'étais pas vraiment sûre que c'était la même chose. Maintenant, je pense que c'est le cas. Ça, c'est le symbole des Skulls and Bones. Ça, c'est des vrais Odd Fellow qui a différents niveaux. Il y a un livre qui en parle. Voyons ça. Le gardien, le premier degré.
Je clique dessus. Alors, je ne sais pas à 100% comment il faut l'interpréter, mais je pense que c'est bizarre parce que ça me rappelle certaines des représentations tartares que nous avons déjà vues. Elles sont non seulement liées à la plupart des institutions municipales locales, mais aussi aux universités. Donc s'ils n'ont pas financé tout cela, s'ils n'ont pas construit ces structures, alors qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, nous devons nous pencher sur les villes fantômes ou réinitialisées. Il existe de nombreuses photos datant des années 1800 qui devraient montrer des villes très peuplées, mais elles semblent complètement vides. Que se passerait-il si la majorité de ces villes existaient déjà et qu'un événement s'était produit et qu'il avait effacé une grande partie de ces villes? Beaucoup de quartiers du centre-ville sont probablement le résultat de ce cataclysme. Et non pas seulement des sections souterraines, mais ils sont en vieilles briques jusqu'à un certain point, avant d'être reconstruits avec de nouveaux matériaux. Cela implique que les sommets de ces bâtiments ont été détruits à un moment donné. Et ce ne sont pas seulement quelques bâtiments qui ont pu souffrir d'un incendie aléatoire. Ce sont des douzaines, voire des centaines dans chaque ville. L'idée qu'il s'agisse d'une remise à zéro cyclique naturelle est tout aussi plausible que l'idée même de nature manipulée par d'autres humains dans le seul but de réduire les populations humaines sous le couvert d'actes de Dieu ou de phénomènes météorologiques. Phénomène, un fait ou une situation dont on observe l'existence ou l'occurrence, en particulier un phénomène dont la cause ou l'explication est contestée. Un groupe d'héritiers est alors arrivé et a commencé à utiliser ces bâtiments pour sa propre population. Il vidait une ville et y installait une population entièrement nouvelle. Il y avait des orphelins qui ne connaissaient rien de leur histoire ou de l'ancien monde. Tous ceux qui savaient ou ne suivaient pas les instructions étaient placés à l'asile. D'après moi, la guerre de 1812 est liée au fait qu'il y avait encore des populations survivantes aux États-Unis et qu'elles tentaient de lutter contre les envahisseurs. Il y a dû y avoir une sorte de trafic à ce moment-là. Et les moyens utilisés par les contrôleurs étaient les asiles, les collèges et le repeuplement des villes. Et nous avons tous ces incendies qui se produisent pendant cette période. Il s'agit d'incendies gigantesques et il se peut que cela soit lié au moment où une ville est mise sous contrôle et préparée pour le repeuplement. Donc maintenant, regardons quelques vieilles photos de San Francisco. Et il s'agit d'un panorama de plutôt bonne qualité. Ces photos ont été prises le 11 juillet 1877. D'après l'histoire de San Francisco, la ville a été fondée en Espagne en novembre 1769. Et il s'agissait encore d'une petite colonie avec, entre guillemets, une géographie inhospitalière. En 1850, il n'y avait donc pas encore de véritable ville, et ce n'est qu'avec la ruée vers l'or que les gens ont commencé à s'installer dans ces régions de l'Ouest, comme le raconte l'histoire. À cette époque, la population est censée être d'environ 150 000 habitants, et il faut garder à l'esprit que ce chiffre n'est dû qu'à une étrange augmentation dans les années 1870, 20 ans après la ruée vers l'or. C'est la période où l'augmentation de la population est la plus importante si l'on ne tient pas compte de la croissance démographique initiale de la première décennie. Pour moi, cette ville ne ressemble pas à une ville de 150 000 habitants, mais à une ville de plus d'1 million d'habitants. Mais où est tout le monde? Il n'y a pas une âme à voir. Et l'une des explications courantes est qu'il s'agit de photos d'architecture commandées par les propriétaires des bâtiments eux-mêmes et qu'ils ne voulaient donc pas de rues animées, etc. On a l'impression qu'il se passe quelque chose d'autre, comme si cette ville était complètement vide et prête à être repeuplée. Et où sont les chevaux? Ne verrions-nous pas des enfants se promener? Même un dimanche, nous verrions des gens se rendre à l'église. Il est en effet très étrange de ne voir personne sur ces photos. Ce ne sont pas seulement les photos qui rendent San Francisco suspect, mais aussi les expositions universelles qui ont été construites et détruites en l'espace de 20 ans. Et c'est aussi là que se sont produits les tremblements de terre et les incendies les plus importants de l'histoire des États-Unis. Ou du moins, c'est ce qu'ils nous disent, car ça semble être une thématique assez commune à plusieurs villes. Il est également étrange qu'il y ait eu une grande inondation en 1862 qui a coulé toute la ville de Sacramento et a laissé une petite île marine dans le comté d'Orange qui a duré 3 semaines. Il semble qu'il se passait beaucoup de choses à l'époque en Californie. C'est peut-être l'un des grands événements qui ont transformé l'apparence de la Californie, qui était littéralement considérée comme une île moins de 100 ans auparavant. Mais non, il s'agit simplement d'une erreur cartographique, voyons. Passons à Chicago.
Alors, je pense qu'il est nécessaire de mentionner que certaines personnes pourraient avoir besoin de voir littéralement le même scénario que San Francisco pour comprendre comment la plupart de ces villes ont été vidées à un moment donné. Mais ce n'est pas toujours aussi simple, car il est très difficile de trouver des photos des villes principales des États-Unis avant 1870. Ce qui, si vous voulez mon avis, n'a pas trop de sens. Pourquoi la Californie dispose-t-elle de photos panoramiques professionnelles de la ville de San Francisco dans les années 1870 alors que nous ne voyons rien de tel pour Chicago? Si c'est le cas, c'est qu'on l'a volontairement caché. En gros, Chicago a été créée dans les années 1830 et c'est à cela qu'elle était censée ressembler avant l'incendie de 1870. Il y a toutes sortes de choses bizarres qui se passent à Chicago, comme le fait que la ville entière a été soulevée de quelques mètres et que cela a été fait par des propriétaires privés à l'aide de criques. Ils ont soulevé ces énormes bâtiments du sol parce qu'il y avait des inondations à cause des marécages à proximité. Je ne crois pas du tout à cette histoire. Mais en plus, on nous dit qu'il y a eu un énorme incendie en 1871. C'est là notre clé, car nous n'avons rien d'autre. C'est à ce moment-là que Chicago est devenue une ville fantôme et qu'elle a été nettoyée. Nous avons quelques photos de ce à quoi cela ressemblait. Et laissez-moi vous demander, est-ce que ça ressemble vraiment à un simple incendie? Ils nous disent littéralement que ce grand incendie qui a fait tous ces dégâts est dû au fait qu'une vache a renversé une lanterne et a mis le feu à une grange. Et même les photos du début des années 1900 paraissent étranges et vides. Comprenez-moi bien, vous pouvez trouver des photos de Chicago peuplées dans les années 1900, mais c'est 1906, 1910. Donc après que la ville ait été repeuplée. Avant les années 1870, vous ne verrez pas de photos de villes densément peuplées. Ce qui est étrange parce qu'ils avaient tout à fait la capacité de prendre ces photos. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Elles ne dépendaient pas non plus uniquement de la capture par exposition longue, car d'autres méthodes avaient été mises au point, comme l'appareil photo à revolver de Thomson en 1862. Le revolver photographique a été breveté en 1862 et fabriqué par le fabricant d'instruments parisien Briouat. L'appareil photo réalisait 4 expositions sur une plaque de verre circulaire, l'objectif étant maintenu dans le canon de l'arme. Le photographe pouvait ainsi viser et stabiliser l'appareil d'une main, l'autre servant à actionner les commandes. Il n'y a donc pas d'excuse. Pourquoi n'avons-nous pas plus de photos claires? On a l'impression qu'elles ont été systématiquement enlevées. Je pense que New York a été l'une des premières villes à être réinitialisée en Amérique, car il s'agissait probablement de l'une des plus grandes colonies de Tartarie à l'époque. Si nous regardons comment elle était représentée en 1870, nous pouvons voir qu'elle devrait être presque surpeuplée à ce moment-là. Et même certaines gravures de cette époque montrent ce qui semble être des rues très denses. Lorsque nous regardons des photos des environs de la période des années 1870, nous voyons des rues pratiquement vides. Donc oui, si vous regardez des photos des années 1900, vous verrez beaucoup de gens. Mais si vous regardez juste un peu avant, il y a de nombreuses photos prises pendant la journée qui montrent des rues presque entièrement désertes. Mais je pense qu'il y avait des gens ici à cette époque, mais probablement pas autant qu'on nous le dit. Il suffit de regarder tous ces bâtiments. On pourrait penser qu'avec de tels bâtiments, on verrait beaucoup plus de monde. Le grand incendie de New York s'est produit en 1776 et a détruit près de 1000 structures. Cet incendie n'est pas très connu, mais une fois encore, on le retrouve dans toutes les villes, car il fait partie du processus de réinitialisation. Ils doivent nettoyer ces villes avant d'y installer une nouvelle population. Alors une de leurs excuses est le feu. J'ai trouvé cela intéressant. Selon l'histoire officielle, George Washington et l'armée révolutionnaire avaient compris que les Britanniques s'empareraient de la ville de New York. Et ils ont donc décidé de tout incendier pour ne pas en tirer grand-chose. Au début, je me suis dit, c'est peut-être une histoire de couverture. Mais s'il y avait vraiment quelque chose, cela expliquerait pourquoi il a fallu attendre le début des années 1900 pour que les héritiers repeuplent New York. Car les Tartares ont compris qu'ils allaient perdre la ville et ont décidé qu'il valait mieux partir vers l'ouest et mettre le feu à la ville avant la guerre de 1812. Je pense qu'il n'est pas exagéré de penser que lorsque nous assistons à une révolution à cette époque, il y a une sorte de bataille entre les nouveaux dirigeants et les survivants de l'ancien monde. Je devrais probablement le mentionner, mais il y a eu beaucoup de composites sur ces photos de 1900, ce qui rend beaucoup de choses encore plus suspectes. Mais même dans certaines des photos les plus emblématiques, je pense qu'il s'agit de composites. Ils ont fait la même chose pour les photos de construction et pour ajouter des foules. Pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien, la principale explication serait probablement que pour obtenir ces photos d'architecture, ils auraient procédé à un certain nettoyage en post-production. Je ne pense pas que beaucoup de gens y pensent lorsque nous regardons certaines de ces vieilles photos.
À l'époque, les photographes avaient la possibilité de manipuler, de mélanger les photos. Il ne s'agit donc pas d'un concept farfelu, mais nous pouvons toujours voir des signes que quelque chose ne va pas avec le récit officiel. Nous devrions voir plus de photos remontant aux années 1870. Et beaucoup de ces photos des années 1890 à 1900 ont l'air d'avoir une population très faible. Elles ont l'air d'être fantomatiques. Je vous ai montré que nous devrions avoir la capacité de prendre des photos HD dans les années 1870. Mais les photos que nous avons de New York datent pour la plupart des années 1890 et plus. Et les plus anciennes sont de très mauvaise qualité. Il ne fait aucun doute que Philadelphie est une ville américaine du Vieux Monde. Mais réfléchissons un peu. Philadelphie a été créée au début des années 1700 et nous avons la chance de disposer de certaines des premières gravures de Philadelphie qui sont très probablement des gravures du Vieux Monde, qui révèlent une vérité cachée sur la taille de Philadelphie à l'époque. Nous sommes donc 200 ans avant les années 1900. Et pourtant, si nous regardons certaines de ces photos de Philadelphie, la ville ne semble pas aussi peuplée qu'elle devrait l'être. On dispose désormais de quelques photos de Philadelphie en 1840, mais il s'agit de petites vues et on ne voit personne sur ces photos. C'est quand même assez étrange qu'on ne voit personne, n'est-ce pas? Nous devons aussi nous rendre compte que les photos que nous possédons de la plupart des villes dans les années 1850 appartiennent à des collections privées. La grande majorité d'entre elles ont été sélectionnées pour approbation. Et j'ai parcouru toute la collection de Frédéric Debourg de Philadelphie. Et ces photos montrent des rues complètement vides et des angles très étroits qui ne permettent pas de voir grand-chose. Maintenant, en ce qui concerne Baltimore, il y a très peu de photos avant 1870. Encore une fois, ça n'a pas vraiment de sens. L'une des premières photos est simplement une photo de marché quelconque. Nous avons des photos des années 1900 et même à cette époque, il semble que la ville n'était pas si densément peuplée. Avec de telles structures, dites-moi, où sont tous les habitants? Il semble qu'en 1910, les rues aient enfin commencé à s'animer. Il est supposé s'agir de Baltimore en 1870. Alors, comment se fait-il qu'il y ait si peu de photos et que celles que nous avons n'aient que quelques personnes sur elles? Et je pourrais continuer à faire cela pour d'autres villes comme Louisville, Atlanta, Détroit et bien d'autres. Mais ce n'est pas quelque chose de limité aux États-Unis. À Toronto, c'est complètement vide. Comment se fait-il que ce soit tellement vide? Venise. Où sont les gens? Ils ont disparu. Moscou. Il est évident qu'ils ne nous disent pas toute la vérité sur ces villes, car il est absurde d'avoir une architecture aussi gigantesque si les rues de ces villes sont vides au début des années 1900. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous cache réellement? Et pourquoi les rues de ces photos sont-elles en terre battue? Vous passez tout ce temps à construire de belles architectures pour avoir ces horribles routes en terre? Non,
Ils n'ont pas construit ces villes. Elles appartenaient à différents peuples et ont été vidées. Cela nous amène à l'étape suivante du processus de réinitialisation, à savoir la traite des orphelins vers les nouvelles villes de réinitialisation. Les parents renonçaient à leurs droits sur leurs enfants pendant plusieurs mois afin que l'asile les empêche de prendre de mauvaises habitudes. Il s'agissait d'une pratique très répandue à l'époque, où les orphelinats et les asiles ne faisaient qu'un et où on élevait les enfants du Nouveau Monde. Et je me demande si de nombreuses familles se sont retrouvées dans une situation où elles ont été forcées d'envoyer leurs enfants à un moment ou à un autre. Extrait de Alone in the World, Orphans and Orphanages in America. Seul dans le monde, orphelins et orphelinats en Amérique par Catherine Ray. Citation. Pendant une grande partie du 19e siècle, les orphelinats ont brisé les familles. Un parent qui plaçait son enfant dans un asile était généralement contraint de renoncer à tous ses droits sur lui. De nombreux directeurs d'asile pensaient que séparer les enfants de leurs parents une fois pour toutes était dans l'intérêt des enfants. Ils ne connaissaient pas de meilleurs moyens d'empêcher les enfants d'acquérir de mauvaises habitudes, comme l'ivrognerie et la paresse, qui pourraient les conduire à la pauvreté. Dans l'ensemble des États-Unis, les parents démunis s'engagent par écrit à ne pas intervenir dans l'éducation de leurs fils et de leurs filles. C'était un pas très difficile à franchir. Ces parents savaient qu'ils ne pourraient plus jamais réconforter leurs enfants dans la maladie, ne pourraient plus jamais regarder leurs enfants jouer ou partager leur joie. Ils n'auraient plus leur mot à dire sur ce que leurs enfants apprenaient à l'école, sur la manière dont on leur enseignait le culte ou sur la manière dont ils étaient disciplinés. De nombreux pères et mères, incapables de lire ou d'écrire, renonçaient à leurs droits parentaux en faisant une marque sur un formulaire de renonciation imprimé. Fin de citation. Il semble qu'on les ait poussés à donner leurs enfants. Mais elle continue en disant, citation, « Le taux de mortalité dans les asiles était particulièrement élevé car les maladies contagieuses se propageaient rapidement lorsque de nombreux enfants vivaient ensemble. » En 1949, 20 enfants sont morts à l'asile des orphelins de Couleur de New York, dont 9 du choléra. En 1840, les responsables de l'asile d'orphelins de Washington City se félicitent de ce que, au cours des 12 derniers mois, la main flétrissante de la maladie n'a pratiquement pas touché les pensionnaires du foyer d'orphelins. L'esprit d'un enfant a été transféré dans un monde plus lumineux. Citation. 1 ou 2 décès par an, c'est une statistique dont on peut être fier. Les conditions de vie rudimentaires dans de nombreux asiles favorisent la propagation des maladies. Dans la première moitié du 19e siècle, il n'était pas rare que les orphelins dorment à 3 ou 4 par lit. Ils se lavaient rarement et portaient des vêtements sales et tachés, ce qui donnait aux asiles l'odeur aigrelette de la maison des pauvres, que tous ceux qui travaillaient parmi les nécessiteux ne connaissaient que trop bien. En 1859, lorsque 4 religieuses catholiques ont pris en charge St. Vincent's Orphan Asylum à Philadelphie, ils ont constaté que sur les 20 enfants isolés de l'orphelinat, 13 souffraient d'une maladie de peau sur tout le corps. Ces enfants n'avaient pas de vêtements de rechange et ne portaient qu'un seul habit. Je pourrais continuer car il y a beaucoup d'histoires de ce genre dans les orphelinats, mais le fait est que ce n'étaient pas des endroits agréables à vivre. Alors, apparemment, il y avait beaucoup d'argent pour construire ces structures massives, n'est-ce pas ? Je veux dire, regardez certains de ces asiles. Ils ont l'air d'avoir été construits par des gens très riches. Donc, si l'histoire est telle qu'on nous la raconte et qu'ils ont effectivement construit ces structures, alors pourquoi n'avaient-ils pas assez d'argent pour s'occuper correctement des orphelins ? Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'orphelinats. Alors, réfléchissons un peu. Pourquoi y avait-il tant d'orphelinats à l'époque, alors qu'ils sont pratiquement inexistants aujourd'hui ? Est-ce que ça fait sens pour vous ? Ce phénomène ne s'est pas limité aux États-Unis, il s'est étendu à toute l'Europe, car il était nécessaire de commencer à déplacer des quantités massives de personnes vers de nouveaux lieux, peut-être dans le but de provoquer une crise d'identité, afin que nous ne connaissions jamais notre véritable histoire. Il faut savoir que ces bâtiments d'asile étaient aussi des orphelinats. C'est pourquoi, lorsque vous tapez « Orphan Asylums », vous voyez exactement les mêmes structures. Non seulement il s'agissait d'institutions psychiatriques, mais tout d'un coup, il y a eu une augmentation du nombre d'orphelins. Je ne crois pas à l'histoire générale et beaucoup de ces orphelins ont été exploités et mis au travail. Donc il y a tellement de choses à faire au-delà de l'aspect des bâtiments volés. Mais c'est juste étrange. Pourquoi ce besoin de combiner les asiles et les orphelinats ? J'ai trouvé cet article intitulé « The Victorian Orphan Asylum, The Real Story », autrement dit les asiles pour orphelins de l'époque victorienne, la véritable histoire, qui explique que beaucoup de ces orphelinats appartenaient à des personnes fortunées qui faisaient des dons dans le but d'obtenir une bonne publicité.
L'auteur consulte de vieux journaux comme l'Illustrated London News et découvre qu'ils ont publié des articles en 1850 décrivant les activités de l'asile comme amusantes et joyeuses, montrant des feux d'artifice, comme si tout le monde s'amusait, alors que les conditions réelles en arrière-plan étaient que les orphelins n'étaient pas nourris et que beaucoup d'entre eux souffraient de maladies. Je regardais de vieilles photos et j'ai commencé à voir une tendance avec ce qu'on appelle les orphelinats de couleur. Une gravure racontait les émeutes qui avaient éclaté à New York dans un orphelinat de couleur. L'histoire raconte qu'une foule d'environ 1000 personnes a décidé de détruire cet orphelinat et tout ce qu'il contenait, y compris les vêtements des enfants. J'ai vu cet article qui en parlait à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs et qui présentait la situation sous un angle négatif, comme si ces gens étaient venus détruire cette organisation caritative qui faisait une bonne action. Mais je soupçonne qu'il se passait autre chose dans ces orphelinats et que certains des survivants de l'ancien monde ont commencé à s'en rendre compte et se sont battus pour résister. Bien sûr, les médias n'ont couvert l'affaire que du point de vue de leurs sponsors. Mais en continuant à chercher, je me suis rendu compte que ces orphelinats colorés étaient très importants. C'est alors que j'ai découvert ce qu'on appelle l'asile des orphelins de couleur, qui a été créé en 1836 à New York, à peu près à cette période de la réinitialisation. Ici encore, nous avons le lien avec l'asile d'orphelins et les bâtiments de l'Ancien Monde. Sauf que dans ce cas, il s'agit de la population noire. Bien sûr, l'explication la plus courante est que cela est lié à l'esclavage et que les parents de ces enfants n'étaient pas en mesure de s'occuper d'eux. Mais je veux dire, regardez ce bâtiment. Combien d'orphelins y avait-il? Et pourquoi ce bâtiment était-il également considéré comme un asile? Eh bien, c'est parce qu'il s'agissait d'un centre de reprogrammation et qu'il y en avait plusieurs. Et ce centre était censé avoir été reconstruit lui aussi. Cet asile était dirigé par des Quakers blancs, c'est-à-dire une sorte de dissidence de l'église anglicane. Et je crois que tous n'étaient pas comme ça. Les Quakers en ont créé un autre, l'asile Thomas pour les orphelins et les enfants indiens démunis. Et il y a aussi l'asile d'orphelins de couleur Howard, qui était dirigé par des Afro-Américains et dont l'histoire est très douteuse. Et je veux dire, regardez, certains de ces vieux journaux disent qu'ils étaient surpeuplés et qu'ils voulaient s'assurer qu'ils étaient de bons citoyens. Là, ils disent qu'ils veulent en faire des citoyens utiles. Moi, je trouve que ça a l'air très suspect. Et pourquoi aussi est-ce qu'on les appelle des asiles? Ce sont plutôt des centres de formation mentale. Il y a l'orphelinat de couleur John Hopkins. Regardez-moi cet endroit, on dirait un autre château. On les appelle tous des asiles d'orphelins, mais il est étrange qu'ils aient été spécialement conçus pour des personnes de couleur. Je dois préciser que j'ai vu plusieurs photos d'enfants blancs dans ces établissements, donc je ne suis pas sûre qu'ils aient été très stricts sur le fait qu'il n'y ait que des enfants noirs. Il y avait vraiment des orphelinats de couleur dans toutes les grandes villes. Certains des bâtiments ne sont pas aussi grands que les principaux bâtiments de l'asile d'orphelins, mais oui, il y en avait pour toutes les races, et comme il y avait tellement de Noirs en Amérique, parce qu'a priori ils étaient déjà là, ils avaient besoin d'orphelinats spécifiquement pour les personnes de couleur. Il y avait aussi les établissements pour les tribus amérindiennes. Et l'histoire générale est assez ouverte sur le fait qu'il s'agissait de camps de rééducation destinés à les séparer de leur famille et de leurs traditions. Alors, qui peut dire que tous les établissements de ce type n'enseignaient pas exactement la même chose? Et je pense que maintenant que nous avons fait le lien avec les orphelinats et les asiles, nous pouvons nous demander comment tout cela a commencé. Et c'est à ce moment-là que nous abordons la question des enfants trouvés. Avant tous ces orphelinats, tout a vraiment commencé avec les enfants trouvés, qui je crois ont été parmi les premiers à être déplacés dans les villes européennes de l'Ancien Monde. Ces premiers orphelinats, appelés hôpitaux pour enfants trouvés, étaient des institutions financées par l'Église catholique pour accueillir les enfants trouvés, c'est-à-dire les enfants qui avaient été abandonnés et ceux qui avaient été enlevés à des couples non mariés. Ils ont commencé à apparaître dans toute l'Europe au début des années 1700, en Autriche, en Belgique, en France, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Italie et en Russie. Pourquoi tant d'enfants sans parents? Y a-t-il eu un événement qui a entraîné le déplacement d'un grand nombre de personnes à cette époque? L'hôpital des enfants trouvés de Londres a été fondé en 1739 par un autre riche philanthrope, Thomas Coram. Il s'agissait d'un foyer pour enfants destiné à l'éducation et à l'entretien des jeunes enfants exposés et abandonnés. Ce qui est le plus étrange, c'est l'excuse qu'il nous donne pour qualifier ces lieux d'hôpitaux, parce que ces institutions offraient une hospitalité aux moins fortunés. Oui, ils offraient tant d'hospitalité, tout en faisant dormir les orphelins à 4 par lit et en créant un lieu où les maladies comme la variole pouvaient se développer. Il s'agissait de centres de contrôle et non d'hospitalité. Cela n'a même pas de sens.
Et je pense qu'ils savaient ce que l'hôpital veut dire, même en 1700 et quelques. J'ai examiné les armoiries de l'hôpital et elles contiennent des symboles phéniciens évidents. La Diane aux multiples seins ou Artémis. Pourquoi aurait-il besoin d'utiliser d'anciens symboles de repeuplement? Il s'agit d'une opération de replantation de semences. C'est ce qu'ils vous disent. Ces hôpitaux, tout comme Napa State, pratiquaient l'eugénisme. Ils essayaient de créer la race humaine parfaite. Ces lieux étaient donc des centres de repeuplement expérimentaux pour des villes récemment nettoyées. En 1756, la Chambre des communes a donc décidé que tous les enfants proposés devaient être accueillis, que des lieux d'accueil locaux devaient être désignés dans tout le pays et que les fonds devaient être garantis par l'État. Ils ont alors laissé les jeunes orphelins affluer sur les lieux de travail dans tout le pays. Après les avoir reprogrammés, ils les ont mis au travail. C'est exactement la même chose qui s'est produite aux États-Unis pendant la révolution industrielle. Le travail des enfants était tout à fait acceptable à cette époque. Certains enfants de 4 ans travaillaient de longues heures dans des usines, dans des conditions dangereuses. Jeunes migrants d'Irlande et d'Allemagne étaient placés dans des usines dans des conditions déplorables. Et ils travaillaient essentiellement comme des esclaves. Il est possible que nombre de ces usines et orphelinats aient appartenu aux Britanniques, qui étaient alors commandités par les Phéniciens royaux, et que ceux-ci aient repris une propriété de l'Ancien Monde et commencé à utiliser ces orphelins comme esclaves pour en faire leur propre main-d'œuvre. Lors de la révolution industrielle, la plupart des enfants qui travaillaient étaient orphelins et n'avaient pas d'autre choix que de travailler pour se nourrir. Les orphelins n'ont reçu que peu ou pas d'éducation. Ils travaillaient dans les mines de charbon de 4 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Les jeunes filles travaillaient dans des usines d'allumettes et les produits chimiques agressifs leur faisaient souvent perdre leurs dents. Si ces hôpitaux d'orphelinat sont nommés hôpitaux pour leur hospitalité entre guillemets, comment se fait-il que la plupart de ces orphelins aient été utilisés dans des usines à cette époque? Ce n'est qu'en 1938, avec la loi sur les normes de travail équitable, que des limites ont été imposées au travail des enfants. Il est intéressant de noter que c'est à peu près au moment où les orphelinats commencent à disparaître. Alors je suppose qu'ils ont perdu leur ambition d'aider les nécessiteux une fois qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas être exploités plus longtemps. Donc, tout a commencé avec ces institutions pour enfants trouvés où l'on relogeait et plaçait des enfants dont les parents étaient très probablement associés à l'ancien monde d'une manière ou d'une autre. Ces enfants étaient ensuite soumis à une purification ou à une reprogrammation, et ces orphelins devenaient ensuite des Odd Fellows. Ces derniers étaient financés par la royauté et des sociétés secrètes plus anciennes. Ces drôles de compagnons, orphelins francs-maçons, ont commencé à créer des orphelinats dans des bâtiments de l'Ancien Monde en Amérique, afin de commencer à repeupler les villes nouvellement prises d'assaut. Ils envoyaient des orphelins par l'intermédiaire des trains d'orphelins. Entre 1854 et 1929, c'est environ 300 000 enfants qui ont été transportés de New York vers le Midwest sur une période de 75 ans, ce qui constitue la plus grande migration massive d'enfants de l'histoire américaine. Il est intéressant de noter que 25% de ces orphelins étaient irlandais. Donc comprenez bien, il s'agissait d'une opération, pas d'une quête philanthropique, mais oui, d'une opération planifiée et coordonnée. Citation. Dans les années 1870, l'Église catholique s'est inquiétée du fait que de nombreux enfants catholiques étaient envoyés dans des foyers protestants et qu'on leur inculquait des valeurs protestantes. Elle a commencé à mettre en œuvre son propre programme de placement à l'extérieur par l'intermédiaire du chemin de fer parrainé par l'hôpital New York Foundling. De nombreux enfants sont passés entre les mailles du filet. Ils étaient maltraités, mal nourris et surchargés de travail, explique l'écrivain et chercheuse Marilyn Holt, auteure du livre The Orphan Trains Placing Out in America. D'un autre côté, pour au moins la moitié d'entre eux, l'expérience a été positive. Ils ont eu des opportunités qu'ils n'auraient pas eues s'ils étaient restés là où ils étaient. Il se peut même qu'ils n'aient pas survécu à leur enfance. Fin de citation. Lorsqu'elle dit qu'ils ont eu des opportunités, je pense que cela signifie qu'ils ont eu la possibilité de rejoindre le club des orphelins ou que, comme certains, ils ont eu des contacts avec des personnes plus haut placées ou des fonctionnaires locaux qui leur ont permis d'obtenir de meilleurs postes. Pour la grande majorité d'entre eux, ce n'était pas le cas, mais ils aiment mentionner qu'ils ont eu quelques opportunités, comme si cela était représentatif de la plupart de ces orphelins. Pour la plupart d'entre eux, il s'agissait de travailler ou de mourir de faim. Aujourd'hui, on dit que plus de 2 millions d'Américains descendent des voyageurs de trains d'orphelins, et ils pourraient être encore plus nombreux.
Ils ont utilisé ces technologies ferroviaires d'un autre âge pour acheminer vers ces villes un grand nombre d'orphelins nouvellement programmés, ce qui s'est produit dans presque toutes les grandes villes américaines. Selon le récit officiel, citation, les cofondateurs du mouvement du train des orphelins prétendaient que ces enfants étaient orphelins, abandonnés, maltraités ou sans abri. Mais ce n'était pas toujours le cas. Il s'agissait principalement d'enfants de nouveaux migrants et d'enfants de familles pauvres et démunies vivant dans ces villes. Les critiques portent sur l'inefficacité de la sélection des personnes chargées de s'occuper des enfants, sur le suivi insuffisant des placements et sur le fait que de nombreux enfants étaient utilisés comme main-d'œuvre agricole strictement esclave. Fin de citation. Cela ne devrait-il pas nous amener à remettre en question tous ces orphelinats et asiles ? 3 institutions caritatives, le Children's Village, fondé en 1851 par 24 philanthropes, la Children's Aid Society, créée en 1853 par Charles Loring Brace, et plus tard le New York Foundling Hospital, sont quelques-unes des organisations à l'origine de ces trains d'orphelins. Ils étaient financés par de riches donateurs qui n'avaient aucun intérêt à s'occuper de ces enfants. Je trouve ça bizarre. Et j'ai vu dans la section critique de Wikipédia, citation, de nombreux enfants ont perdu leur identité à la suite de changements de noms forcés et de déménagements répétés. En 1996, Alice Ayler a déclaré « J'ai été l'une des plus chanceuses parce que je connais mon héritage. » Ils ont enlevé leur identité aux plus jeunes voyageurs en leur interdisant tout contact avec le passé. Fin de citation. Ils ont donc perdu leur identité et ont reçu de nouveaux noms. Pensez-y parce qu'ils ne le mentionnent pas clairement lorsque vous vous penchez pour la première fois sur la question. Plus de 300 000 personnes ont vu leur histoire effacée et ont été placées dans de toutes nouvelles villes. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Une crise d'identité pour que nous n'ayons aucune idée de ce qui s'est passé dans le passé. Et regardez ceci. Citation. Tous les enfants des trains d'orphelins étaient de véritables orphelins, mais ils l'étaient devenus en étant retirés de force à leur famille biologique pour être placés dans d'autres États. Certains ont prétendu qu'il s'agissait d'une manœuvre délibérée visant à briser les familles catholiques immigrées. Certains abolitionnistes s'opposaient au placement des enfants dans des familles occidentales, considérant ces placements comme une forme d'esclavage. Fin de citation. Children's Aid Society, 6e rapport annuel. Un échantillon aléatoire des placements effectués par la Children's Aid Society entre 1854 et 1890 indique que 72,6% de tous les enfants placés avaient au moins un parent vivant. Ces documents indiquent également que des parents adultes accompagnaient souvent les enfants dans les trains d'orphelins. En fait, ils n'étaient même pas orphelins. Ils ont été enlevés à leurs parents et déplacés de force. Citation. Les trains d'orphelins ont fait l'objet de procès généralement intentés par des parents désireux de récupérer leurs enfants. Donc on ne nous dit pas vraiment toute l'histoire au sujet de ces orphelinats. Hein. On ne dit pas « Oh, on a enlevé les enfants à leurs parents ». Donc il y a vraiment quelque chose de louche avec les asiles, les prisons, les orphelinats et les hôpitaux pour enfants trouvés. Et quand on regarde ces villes fantômes réinitialisées, on se demande vraiment s'il ne s'agit pas d'une opération souterraine qu'on laisse de côté dans les livres d'histoire et que la vraie raison était de repeupler les villes de l'ancien monde récemment conquises avec des orphelins programmés tout neufs, prêts pour la réinitialisation, sans aucun souvenir de la génération précédente. Beaucoup de gens se demandent comment est-ce qu'on a pu leur mentir au sujet de tout un pan de leur histoire. Mais si vous considérez les trains d'orphelins, il est logique que les premières personnes placées dans ces villes aient été des orphelins qui n'avaient aucune idée de leur passé. Alors, pourquoi auraient-ils remis en question ces bâtiments ? Leurs propriétaires auraient pu leur donner une explication différente à l'époque. Et comme je l'ai dit, je pense que le tout premier groupe d'orphelins dans une ville correspond au choix le plus précieux, c'est-à-dire ceux qui sont sélectionnés pour être des Odd Fellows et contrôler le prochain lot d'orphelins qui arrive. Ils en savent donc probablement un peu plus et ont bénéficié de plus d'opportunités lors de la création de leur ville. Mais eux aussi ne savent probablement pas grand-chose de ce qui s'est passé. Ce secret est connu des familles royales phéniciennes et d'autres organisations secrètes qui n'ont probablement jamais révélé leur nom. J'espère que vous avez apprécié ces 2 dernières vidéos sur la série Tartaria expliquée. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Parlez de nous à vos amis et si vous le pouvez, allez voir la playlist complète de Tartaria expliquée si vous ne l'avez pas encore visionnée. Nous aborderons dans la dernière partie la gestion des déchets. Mais en attendant, que pensez-vous de ces asiles, de ces prisons et de ces orphelinats? Que pensez-vous de ces villes fantômes et de ces trains d'orphelins?
Avez-vous des témoignages que vous pouvez nous faire partager? Restez curieux et tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?